Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez, les modérateurs? Vous pouvez me répondre. Je vais essayer de vous donner accès Oui, aussi. on t'entend bien. Oui. Et vous me voyez aussi ou pas? Parce que moi, j'ai pas le retour visuel. On ne te voit pas pour le moment. Ok. Bon. Hop. Est-ce que c'est mieux? Non. Bon, c'est l'effet des mots. On a bien fait la répète, mais il n'y a pas la vidéo. Bon, tant pis. Non, tu es toujours bleu. Ouais. Bah, moi, ça marche dans les paramètres. L'affiche, Bon, ça arrivera peut-être après. Ouais. Bon, l'important, c'est que vous puissiez vous projeter. Là, c'est mieux. Vous me voyez peut-être. C'est le fond qui n'aime pas. Ok. Bon, bah, bonsoir en tout cas, et merci à vous. Donc, déjà, ce que je vais commencer par essayer de faire, si vous le permettez, c'est que je vais vous inviter tous à participer pour que ce soit un peu plus interactif. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires au cours de la présentation. Ça peut être interactif, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de vulgarisation et de protocole d'authentification Zero Knowledge. Donc je vais vous partager la présentation. Hop. Essayez de vous mettre un écran un peu plus grand. Là, vous devez le voir en petit, j'imagine. Alors, je suis désolé, j'ai eu le même problème tout à l'heure à la répétition. Ah, on était presque passé en mode plein écran tout à l'heure. Hop. Allez. Voilà. Là, normalement, vous devez voir en plein écran. Ok, bon, désolé pour le démarrage un peu cafouilleux. Donc, histoire de SRP, protocole d'authentification Zero Knowledge contre les pirates à chapeau noir, leurs tarbes arc-en-ciel et les gruffes à l'eau. Alors, en fait, l'idée de ce talk, c'est de faire de la vulgarisation sur les protocoles d'authentification, où il y a un petit peu de crypto, et puis surtout de présenter en fait un protocole SRP qui résout des problèmes que, on va dire, 95% des protocoles d'authentification utilisés à l'heure actuelle ne résolvent pas, en particulier les problèmes de confiance en fait qu'on doit avoir sur le réseau Internet et puis sur les opérateurs de services. Alors, si jamais vous voulez retrouver ces slides, c'est le talk que j'ai donné au Snowcamp 2022, donc c'est disponible sur SpeakerDeck à cette adresse-là. Si vous voulez faire un screenshot rapidement pour suivre en parallèle, vous pouvez, et puis sinon je vous redonnerai l'URL à la fin. Donc sinon, moi, c'est Willy Malvo, Cloud Native spécialiste chez Sogilis, et vous pouvez me suivre sur Twitter @wmalvo. Alors sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, à savoir, il était une fois une histoire d'Internet.
Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les histoires de cryptographie, Alice, fameuse dans les romans de cryptographie, personnage, héroïne célèbre, et ses amis rêvaient d'accéder à tout un tas de services pour écouter de la musique, pour voir des vidéos courtes ou faire plein de choses, envoyer des messages à leurs amis. Le problème qu'ils avaient, c'était que pour accéder à ces services, et ben, le seul moyen qu'ils avaient, c'était de passer par le chaotique et non sûr Internet. Alors, je vais vous expliquer en quoi cet Internet est chaotique et non sûr. Donc, tout d'abord, Internet, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est constitué en fait d'une administration fédérative. Donc, en fait, c'est des zones administratives qui sont interconnectées les unes aux autres avec un protocole. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une seule autorité qui a le contrôle sur Internet. Il n'y a pas une police générale d'Internet, en fait. Et de fait, on est un petit peu obligé de faire confiance en fait à différentes autorités quand on fait passer des messages sur Internet. C'est ce qui en fait fait que Internet n'est pas un endroit sûr au sens où même si vous accédez à Internet en France, vous n'êtes pas sûr que vos messages vont passer forcément par des zones sous contrôle de l'autorité nationale. Et en fait, vous ne savez pas exactement non plus par où passent vos messages. Ça, c'est l'aspect chaotique et imprédictible en fait d'Internet, à savoir que pour des raisons de performance et des raisons de redondance, quand vous envoyez des messages sur Internet, ils peuvent passer par différents endroits, et même si vous discutez avec la même personne ou avec le même serveur, en fait, eh ben, à deux moments différents, vous pouvez très bien avoir des messages qui passent par des endroits différents. Voilà. Et donc, Alice, elle est obligée d'utiliser ces internets non fiables. Et puis, un jour où il pleut un petit peu, on pourrait dire comme aujourd'hui, Alice voulait réserver un test pour le Covid. Alors, c'est à moitié d'actualité parce que en ce moment, on se teste beaucoup, mais on n'a plus trop besoin de faire des réservations. Toujours est-il que Alice voulait utiliser un service de réservation en ligne pour avoir un rendez-vous et se faire tester contre le Covid. Le seul moyen qu'elle avait, comme je l'ai dit, c'était de passer par un Internet non sûr. Alors, comment est-ce qu'on fait pour fournir sur un Internet non sûr un service de réservation? Eh bien, c'est simple. En fait, il y a des valeureux développeurs et administrateurs qui, en fait, vont gérer et mettre à disposition ce service. Typiquement, pour opérer ce service-là, il leur faut une base de données dans laquelle, en fait, ils vont avoir des lignes où ils vont enregistrer les utilisateurs, donc là, Alice, ou Bob, qui est un de ses copains très fameux dans les romans de cryptographie. Et on va gérer, en fait, tout simplement, les heures de rendez-vous avec cette base de données. Donc là, typiquement, on va avoir des enregistrements qui disent que Alice a rendez-vous le 10 février 2022 à 17h15 pour son rendez-vous. Ça se fait grâce à une base de données. Mais le problème qu'ont ces administrateurs, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est Alice qui réserve bien pour Alice, un rendez-vous pour se faire tester. Et ça, c'est tout simplement le problème de l'authentification. Et un jour, il y a un valeureux développeur qui dit « J'ai vu ça dans un film d'espionnage à la télé, et si on utilisait un mot de passe qu'on donnerait que à Alice pour être sûr que c'est bien elle, ça permettrait l'authentifier. » Et c'est comme ça qu'on a implémenté l'authentification par mot de passe. Alors l'authentification par mot de passe, c'est assez simple en fait. Il suffit de rajouter un mot de passe dans la colonne de la base de données pour nos fameux administrateurs et développeurs. Et en fait, il suffit de vérifier que Alice connaît ce mot de passe pour l'authentifier sur le service. Grâce à ça, on a un mot de passe plus ou moins simple. Alors, je vous invite pas à utiliser ces mots de passe-là, mais on le sait tous que vous utilisez des mots de passe simples pour mémoriser, et vous allez voir pourquoi après. Donc ici, Alice utilise son mot de passe ultra sécurisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec on verra tout à l'heure, une inscription en fait nécessaire pour enregistrer ce mot de passe. Une fois que l'inscription est réalisée, en fait, à chaque fois qu'elle va vouloir accéder à ce service, Alice va tout simplement dire que c'est Alice et donner son mot de passe pour être authentifiée. C'est brillant comme idée, et ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple. Dans un premier message, Alice va envoyer au service de réservation de test Covid un petit message en disant « Coucou, c'est Alice ». Le service va dire « Prouve-moi que t'es Alice, donne-moi le mot de passe d'Alice ».
Alice renvoie son message en disant « Coucou, c'est Alice, mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». De cette façon, le valeureux administrateur, ou plutôt son service, n'a qu'à aller vérifier dans sa base de données le mot de passe associé à Alice lors de sa phase d'enregistrement, et il voit que c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a correspondance, super, Alice est authentifiée. On peut discuter maintenant de choses qui nécessitent de l'authentification, comme la prise de rendez-vous pour un test Covid. Alors, si on résume un petit peu l'authentification par un mot de passe, l'authentification par un mot de passe, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est facile à coder. Ça nécessite pas beaucoup de calculs en fait pour un ordinateur, ou en tout cas des calculs qui sont très faciles pour un ordinateur. En fait, ça coûte pas cher de vérifier un mot de passe. Un des trucs qui est super important, c'est que en fait, le mot de passe, sa qualité première, c'est qu'il est mémorisable par un humain. Et on verra tout à l'heure, éventuellement, que peut-être on peut aller sur des solutions d'authentification qui ne nécessitent pas qu'un humain mémorise un mot de passe. Mais en tout cas, il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est sa qualité première, en fait, à l'authentification par mot de passe, c'est qu'un humain peut mémoriser son mot de passe. Sinon, on peut mettre des clés de 256 bits et il n'y a pas de problème. On n'est plus sur l'authentification, en tout cas, mot de passe, mais on ne sait pas les mémoriser. Et comme je disais tout à l'heure, l'authentification par mot de passe, ça nécessite obligatoirement une phase d'enregistrement préalable. Alors tout ça, c'est bien joli, mais je vous rappelle qu'on est sur un Internet chaotique, non fiable, non sûr. Et sur cet Internet chaotique, non fiable, non sûr, il y a des pirates à chapeau noir. Et en fait, les pirates à chapeau noir, c'est des gens, des filles et des gars qui sont super intelligents, souvent plus que nous, et qui savent en fait tout simplement espionner les communications et puis avoir accès à vos bases de données quand vous pensez qu'elles sont super sécurisées. Et en plus, sur cet Internet non sûr, il y a des gruffalos. Les gruffalos, en fait, c'est des monstres géants qui ont énormément de puissance et de ressources. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on sait qu'en fait, ils sont capables de voir un petit peu tout ce qui passe sur Internet. Des fois, ils sont un petit peu responsables aussi des fameux domaines administratifs qui font Internet dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, on sait qu'ils sont capables de lire ce qui se passe, et même si c'est chiffré, ils ont suffisamment de pouvoir, de capacité et de ressources pour potentiellement déchiffrer les choses. Donc en fait, on se dit que probablement, mais on ne sait pas trop, ils sont capables de voir ce qui passe sur Internet et ils sont capables d'espionner tous nos messages. Et on ne sait pas trop s'ils sont gentils ou s'ils sont méchants. Donc bon, voilà, les gruffalos, il faut se méfier. Et donc, dans ce contexte-là, nos pauvres valeureux administrateurs et développeurs sont bien embêtés parce qu'ils se disent « mais c'est sûr, les pirates, ils vont essayer de voler le mot de passe d'Alice ». Et en plus, comme Alice, elle réutilise tous ses mots de passe sur les services différents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en même temps, c'est facile et c'est pratique à mémoriser, il y a des chances qu'elle se fasse péter son mot de passe, comme on dit dans le genre. Bon, heureusement, il y a des valeureux développeurs qui ont plein d'idées. Et un jour, il y en a un qui dit « T'inquiète pas, on va ajouter des contre-mesures et on va apprendre à Alice aussi à ne pas réutiliser toujours le même mot de passe. » Sacré Alice. Et donc là, maintenant, je vais vous présenter la vulgarisation des attaques classiques de mots de passe sur l'Internet chaotique et non sûr. Première attaque qui est très connue, alors en fait, elle a été introduite sous le nom de Man in the Middle Attack. Je vous propose de la renommer Woman in the Middle Attack, parce que pourquoi pas. Et donc, en fait, ça c'est très simple. Il suffit qu'un pirate puisse écouter vos communications sur Internet, et en fait, il va tout simplement se mettre entre votre communication et celle du service. Alice, par exemple, envoie son message d'authentification au service dont on parlait tout à l'heure. Elle envoie donc son identifiant, Alice, son mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, si la pirate peut l'intercepter, elle va tout simplement rejouer son message, intercepter donc le message d'Alice et le rejouer sur le service. De la même façon, le service, lui, va répondre directement à la pirate, et comme elle aura toutes les informations, elle pourra faire suivre tout simplement ces messages comme si c'était un proxy, un mandataire, à Alice, et en fait, dans ce cas-là, ni Alice ni le service sont au courant qu'il y a quelqu'un qui espionne leur communication, car en fait, tout simplement, la pirate intercepte les messages et les rejoue. Et donc, en fait, de cette façon, on peut intercepter toutes les communications, éventuellement les modifier si on a envie, et surtout, on peut avoir accès aux mots de passe et les réutiliser pour se faire passer pour Alice. Et donc, plus tard,
la pirate pourrait, bon, dans ce cas, réserver des tests Covid, mais imaginez que vous utilisez Internet pour faire des achats, rentrer vos numéros de carte bleue, gérer vos comptes ou vos données de santé, ça pourrait avoir des impacts un petit peu plus importants. Et donc, comment est-ce qu'on contre l'attaque du man in the middle ou de la woman in the middle? Eh bien, en fait, c'est simple. Il faut mettre du TLS et du HTTPS partout et pour tout le monde. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. Sur Internet, on a mis en fait un protocole qui s'appelle TLS, qui permet tout simplement de chiffrer les communications grâce à des mécanismes de certificat. Ça mitige beaucoup les attaques de type man in the middle, et c'est très bien. Par contre, en fait, il faut toujours garder à l'esprit que les Gruffalo sont là. Les Gruffalo sont là, et eux, en fait, ils sont potentiellement capables, malgré le TLS et le chiffrement, quand même d'espionner un petit peu ces communications. Donc tout ça pour dire, ne faites pas forcément confiance à HTTPS pour protéger à 100% vos communications. C'est pas parce que vous avez le petit logo sur votre navigateur avec le petit cadenas qui vous dit que vous êtes un HTTPS que vos données ne sont pas espionnées. Ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, deuxième attaque assez courante, la compromission de bases de données. Ça, un scénario très simple, c'est très généralement ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, social engineering en anglais. Un jour, l'homme de ménage passe faire le ménage chez nos valeureux développeurs et administrateurs en disant « Coucou, c'est moi l'homme de ménage, je viens nettoyer la serveur. » Et comme les valeureux développeurs et administrateurs ont trop de travail pour le faire ménage, ils se disent « Ah bah super, on vous attendait, venez, venez, il faut vite y aller, c'est très sale. » Sauf que, en fait, cet homme de ménage, c'est juste un pirate déguisé. Et donc, en fait, quand il va arriver à accéder à la salle des serveurs, potentiellement, il va pouvoir faire ce qu'on appelle une escalade de privilèges. Donc, typiquement, mettre une clé USB, se connecter discrètement à la machine et pirater la base de données. Donc, il va avoir tout simplement accès à toute la base de données et il pourra réutiliser tous les noms d'utilisateurs et tous les mots de passe pour se faire passer pour les clients du service. Alors ça, c'est un tout petit peu, romancé pour cette vulgarisation, mais sachez que ça arrive très souvent, le social engineering, et que beaucoup de bases de données fuitent comme ça, et qu'il y a eu des générations et des générations de bases de données, de contre-mesures imposées par les valeureux développeurs et administrateurs, et encore aujourd'hui, les bases de données continuent à fuiter grâce à du social engineering. Donc, c'est pas parce que l'exemple est un petit peu naïf que ça n'existe pas, et justement, cet exemple naïf est très représentatif de la réalité. Et donc, nos valeureux administrateurs savent que les pirates sont pleins d'astuces, et ils arriveront toujours à voler les bases de données. Donc en fait, les mots de passe, ils sont pas forcément sûrs s'ils sont stockés en clair dans les bases de données. Mais heureusement, on a des techniques pour cacher ça un petit peu, notamment les fonctions de hash qui sont très utilisées dans les bases de données. Alors qu'est-ce qu'une fonction de hash de mot de passe? C'est très simple. Une fonction qu'on va appeler hash, en fait, c'est une fonction qu'on va appeler à sens unique. Donc c'est-à-dire que quand on prend un mot de passe P et qu'on le hash avec une fonction hash, en fait, ça va nous donner le résultat qu'on appelle un hash. Et à partir de ce hash, en fait, c'est très difficile, donc quasiment impossible ou très 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 coûteux, ça prendrait beaucoup de temps et beaucoup de ressources, en fait, de retrouver le mot de passe à partir de ce hash. Et c'est ça qu'on appelle les fonctions de hash à sens unique, dans le sens où il est très facile à partir d'un mot de passe d'obtenir le hash, mais il est très difficile à partir du hash d'obtenir un mot de passe. Et en utilisant ça, en fait, tout simplement, on va stocker dans la base de données les hashes des mots de passe, et de cette façon, si la base de données est compromise et qu'elle est volée par un pirate, on ne pourra pas réutiliser ce hash pour se faire passer pour Alice ou pour Bob. C'est brillant. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple. Pour Alice, en fait, ça ne change rien du tout. Quand Alice veut s'authentifier sur un service, elle envoie tout simplement ce qu'on appelle ses credentials, donc c'est-à-dire son identifiant d'utilisateur ou son nom, Alice, son mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui est appliqué côté serveur, c'est que son mot de passe est haché, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est passé dans la fonction de hash, et la fonction de hash ne coûte pas cher pour un ordinateur à calculer. Et donc, à partir de là, on peut vérifier que le hash dans la base de données a la bonne correspondance. Si c'est le cas, Alice est authentifiée. Et de cette façon, en fait, si un pirate vole la base de données, il n'aura que le hash. Et s'il utilise le hash pour essayer
de se faire passer pour Alice, d'usurper son identité, en fait, eh ben, on va appliquer la fonction de hash sur le hash, ce qui va nous donner un résultat différent, et l'authentification ne fonctionnera pas. Ça, c'est le principe des fonctions de hash, et vous verrez, ce sera réutilisé tout à l'heure dans le protocole SRP que je vous présenterai. Ah là là. Et donc, avec ça, la fonction de hash, ça embête les pirates, en fait, parce que du coup, ils ne peuvent pas tabler sur la réutilisation des mots de passe, ils ne peuvent pas simplement, en fait, voler une base de données et usurper les identités des utilisateurs comme ça. Mais ils sont très malins, et surtout, les pirates, ils collaborent. Et ils utilisent ce qu'on appelle des rainbow tables ou des tables arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, une table arc-en-ciel, c'est assez simple. À chaque fois qu'un pirate arrive à compromettre une base de données ou à voler les informations d'une base de données, en fait, il va mettre ça dans ce qu'on appelle une table arc-en-ciel, une table inversée. C'est un dictionnaire inversé. C'est-à-dire qu'il va, par des moyens coûteux, comme on a dit tout à l'heure, essayer de compromettre ses mots de passe, mais en tout cas, à chaque fois qu'il va réussir à identifier un mot de passe par rapport à un hash, et pour faire ça, il peut utiliser tout un tas de techniques, notamment prendre tout un dictionnaire de mots de passe qu'il aurait inventé et voir les résultats des hashes, c'est ce qui est fait. Et il va construire en fait une table inversée qui, en fonction d'un hash, va tout simplement donner le mot de passe. Et si on ajoute à ça le fait que les pirates collaborent et que en fait, on peut capitaliser sur un historique de compromission de mots de passe, et ben en fait, on a des tables des dictionnaires inversés, donc des rainbow tables qui sont très riches et très efficaces et qui permettent en fait, à partir de hash, de retrouver les mots de passe facilement. Et donc, ça, en fait, c'est d'autant plus efficace que les gens réutilisent le même mot de passe. C'est-à-dire que si un mot de passe est utilisé très souvent, eh ben, la probabilité qu'il apparaisse dans une rainbow table est plus élevée, et donc en fait la probabilité qu'un pirate puisse usurper votre identité grâce à ce hash est plus élevée. Tout simplement. Et donc, quand les valeureux développeurs administrateurs voient ça, ils ont presque envie de pleurer parce qu'ils se disent décidément, on met des contre-mesures assez avancées et les pirates, ils arrivent toujours à trouver des astuces avec leur rainbow table, ils nous ennuient un petit peu. Et donc, il existe une dernière contre-mesure pour rendre un petit peu plus difficile l'utilisation des rainbow tables, c'est ce qu'on appelle les cels. Alors, en fait, c'est quoi un cell ? Un cell, c'est tout simplement un nombre aléatoire, en fait, qui va être choisi au démarrage d'un service et qui va être toujours le même pendant la vie du service, mais qui va être propre, en fait, à chaque service. Donc, Netflix va avoir son propre cell pour stocker ses mots de passe. Amazon va avoir son propre cell pour stocker ses mots de passe. Notre service de réservation tout à l'heure pour Alice va avoir son propre cell qui est différent des autres services pour stocker ses mots de passe. Et en fait, quand on va stocker à partir des mots de passe, donc le hash des mots de passe dans nos bases de données, on va tout simplement rajouter le cell derrière le mot de passe, ce qui va produire un hash différent dans les différentes bases de données des différents services. De cette façon, si Alice utilise le même mot de passe pour tous ses services, et ben en fait, dans les bases de données, ça va produire des hashes salés qui vont être différents. Et de cette façon, en fait, même s'ils collaborent, les pirates ne pourront plus recouper des données, et en fait, leur rainbow table sera beaucoup moins efficace. Voilà. Les pirates vont avoir plus de difficultés en fait, à consolider leurs données. Alors, comment est-ce que ça fonctionne quand on fait une authentification à base de hash salé? Eh bien, ça change toujours rien pour Alice. Elle envoie ses credentials. Je suis Alice, mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on applique donc, la fonction de hash sur la concaténation du mot de passe et du cell. Et ça va produire donc le hash salé. On va être capable de vérifier ça dans la base de données. Et Alice sera authentifiée. Et donc, en fait, tout ça pour dire que les hash et les cells, ça fait des générations et des générations de développeurs et de pirates, en fait, qui se battent pour utiliser des meilleures fonctions de hash, des meilleurs cells, des meilleurs rainbow tables, et en fait, on n'en finit pas, on n'en finit pas, on n'en finit pas. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à des générations de fonctions de hash, de cells et de rainbow tables très évoluées, mais en fait, les pirates arrivent toujours à voler les mots de passe. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'historique aussi, des rainbow tables, l'historique que les pirates, à travers les décennies d'existence des mots de passe sur Internet, ont pu accumuler, et ça, c'est en leur faveur. Et n'oubliez pas qu'en plus de ça, les Gruffalos sont toujours là et peuvent toujours, éventuellement, en fait, on ne sait pas, déchiffrer vos mots de passe, les écouter, faire des bases de données aussi.
et participer à tout ça. Donc en fait, tout ça, ça pose un problème pour Alice, parce que Alice, elle se dit, bon, en fait, cet Internet, il est non sûr, il y a des gruffalos, il y a des pirates, ça fait des décennies, en fait, que les mots de passe, ils sont espionnés, et en fait, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi, parce que c'est très technique, ça devient de plus en plus compliqué, les développeurs, ils mettent en place des solutions de plus en plus compliquées, les pirates, ils mettent en place des solutions de plus en plus compliquées. Moi, franchement, j'ai du mal à avoir confiance là-dedans. Et quand je m'enregistre sur un service et que je donne mon mot de passe, déjà, il faut que mon mot de passe il passe sur l'Internet chaotique et non sûr, et ça, je ne sais pas trop comment c'est sécurisé, je ne sais pas trop si je peux avoir confiance. Et en plus, il faut que je fasse confiance aux valeureux développeurs et administrateurs du service pour bien appliquer les bonnes fonctions de hash, les mettre à jour, être en compétition avec les pirates. Moi, franchement, j'ai du mal à avoir confiance là-dedans. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à avoir confiance. Et face à ce problème en fait de confiance, les valeureux développeurs et administrateurs, ils sont un peu démunis. Ils sont un peu démunis, ils pleurent. Et ça fait des décennies et des décennies que c'est comme ça. Et plus le temps passe, et moins en fait on peut avoir confiance dû à cette notion d'historique. Ah là là, et ça c'est difficile. Mais soyez rassurés, il existe des solutions mathématiques. Et c'est ce qu'on appelle des protocoles d'authentification à divulgation nulle de connaissances. Et un jour, une magicienne est arrivée et a dit à nos valeureux développeurs administrateurs, ne vous inquiétez pas, mes petits chatons, séchez vos larmes. Il existe des recettes mathématiques. J'ai une recette mathématique pour vous qui utilise des mécanismes zero knowledge, c'est-à-dire à divulgation nulle de connaissances pour faire de l'authentification. Et j'ai même un protocole pour vous qui existe, qui a été publié il y a une vingtaine d'années, donc dans les années 2000, qui a fait l'objet d'une RFC, qui est prouvé, et qui implémente une authentification à divulgation nulle de connaissances. Ce protocole, les amis, c'est le Secure Remote Password, aussi connu sous le nom de SRP, à ne pas confondre avec Single Responsibility Principle pour les gens qui adorent les architectures solides. Alors, je vous propose à ce stade de faire un marché, parce que ça fait déjà un petit moment que je vous parle de mots de passe, que vous êtes concentrés, et on va rentrer dans un protocole avec de la cryptographie avancée. En fait, ce qui est intéressant dans le protocole SRP, c'est pas de comprendre les fondamentaux cryptographiques, parce qu'il y a toute une génération de cryptologues et de mathématiciens qui ont vérifié ça, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est facile à implémenter, il n'est pas beaucoup plus difficile à implémenter que du hash de mot de passe avec du sel. Par contre, il a la propriété, lui, de résister à la confiance, et en fait, sa propriété principale, c'est que, vous allez le voir, le mot de passe ne transite pas sur Internet, et on n'a pas besoin de faire confiance au service qu'il implémente pour la protection du mot de passe. Et ça, en fait, ça résout notre problème de confiance. Alors, SRP, comme tous les protocoles d'authentification, SRP a sa propre phase d'enregistrement. Lors de la phase d'enregistrement, en fait, Alice, elle va choisir un cell, comme tout à l'heure, c'est-à-dire un nombre qu'elle va tirer aléatoirement. Et en fait, ce qu'elle va envoyer dans un premier temps, ce sera un facteur qu'on va appeler X, qui sera tout simplement le hash du cell et de son mot de passe. Mais ça, c'est pas encore passé sur Internet. D'accord ? Il y a un paramètre dans le protocole SRP qui s'appelle G, donc c'est une constante dans le protocole. Faites-moi confiance, c'est mathématique. À partir duquel on va générer ce qu'on appelle un vérificateur de mot de passe, le fameux password verifier. Donc ça va être un paramètre V. Donc ici, je vous ai mis la petite formule mathématique, c'est très simple à coder en fait. Un G exponent X, c'est quelque chose qui prend une ligne de code. C'est très facile à réaliser dans tous les langages de programmation. Et c'est très facile pour un ordinateur à calculer. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle va s'enregistrer, Alice, elle envoie son nom, Alice, le cell et le vérifieur. Et donc, en fait, comme elle va utiliser un cell différent pour chaque service, le vérifieur sera différent pour chaque service. Et vous remarquerez que son mot de passe, pour l'instant, ne transite pas sur Internet. Lors de la phase d'enregistrement, en fait, les opérateurs du service, eux, vont stocker le cell et le vérifieur. Le cell va être différent pour chaque utilisateur, le vérifieur va être différent pour chaque utilisateur. Et en fait, à aucun moment, le mot de passe sera stocké dans la base de données. Ça, c'est la phase d'enregistrement. Et donc, en fait, on peut la réaliser sur un Ethernet non sûr. À aucun moment, le mot de passe d'Alice est divulgué. Et si Alice
procède avec ce protocole SRP à divers enregistrements, et ben en fait, ce qu'elle va passer sur le réseau, à savoir le sel et le vérifieur, seront différents à chaque fois, même si elle utilise le même mot de passe. Et donc là, elle sera protégée justement de toutes les attaques par consolidation et par observation qu'on pourrait imaginer. Maintenant qu'on a vu comment on s'enregistrait grâce au protocole SRP, je vous propose de voir comment est-ce qu'on s'authentifie. Alors, comment on s'authentifie? Eh bien, c'est simple. On va tirer du côté du serveur et du côté du client. Donc, Alice est notre valeureux administrateur du service qu'Alice veut consulter. Deux chiffres qui vont être A et B. Ce sont tout simplement des nombres aléatoires tirés au hasard qui vont être valables pour la session. En fait, on applique une petite formule mathématique qui va être un peu différente du côté du serveur, qui lui va additionner donc le fameux vérifieur qu'il connaît dans la base de données avec son numéro aléatoire B, qu'il va mettre en exposant du fameux paramètre G, qui lui est tout simplement un nombre premier. Alors ça, c'est pour les experts de cryptographie. Faites confiance, c'est mathématique, mais ceux qui aiment la cryptographie, sachez que c'est juste un nombre premier sûr. Voilà. Alice, elle, va tout simplement faire passer G exponent A. Donc on va dériver en fait ce qu'on appelle des clés publiques éphémères à partir des clés publiques privées. Donc A minuscule, B minuscule sont des nombres tirés aléatoirement qui sont des clés éphémères privées et on va en générer des clés éphémères publiques, c'est-à-dire qu'on va transmettre sur Internet qui sont A majuscule, B majuscule. Et en fait, Alice tout simplement va transmettre sa clé A. Elle va dire qu'il s'agit d'Alice, on va donner son identifiant. À partir de là, du côté du service, on va pouvoir retrouver le vérifieur et le sel, et on va pouvoir dériver la clé B qui, elle, est constituée, attention, du vérifieur. Et donc, on va envoyer la clé publique éphémère B à Alice. Une fois que ça c'est fait, on va en fait en dériver ce qu'on appelle un paramètre de brouillage, qui va être le même des deux côtés, c'est-à-dire qu'on va appliquer une fonction de hachage avec ce grand A et ce grand B, et ça va donner un paramètre de brouillage qui donc a des propriétés mathématiques auxquelles vous allez faire confiance parce que c'est mathématique, je vous le rappelle, et qui vont constituer pour une même session un paramètre de brouillage. L'intérêt de ce paramètre de brouillage, c'est que pour toute session de connexion, il va être différent, et donc du coup, encore une fois, on est protégé du rejeu. Tac, tac, par rejeu. Une fois que ce paramètre de brouillage, en fait, est constitué, le serveur va rappeler à Alice le sel qu'elle a utilisé, parce que Alice, elle, en fait, tout ce qu'a mémorisé, c'est son mot de passe. Elle n'a pas mémorisé le sel. Son mot de passe et son identifiant, pardon. Donc, en fait, tout simplement, le serveur va renvoyer le sel. Et Alice, elle, va dériver à partir de là un petit paramètre à partir de son mot de passe et du sel qui lui est renvoyé, et donc elle va pouvoir retomber sur le fameux vérifieur qu'elle avait calculé lors de sa phase d'enregistrement. Donc là, on a une phase qui est super mathématique, que je vous propose de ne pas décrire, mais s'il y a des gens que ça intéresse, je vais vous donner les ressources pour aller voir les papiers cryptographiques qui expliquent ce protocole. Mais tout ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, c'est qu'on va réussir à dériver une clé de session S à partir de fonctions mathématiques simples qui sont juste des multiplications, des additions et des soustractions. Et une fois qu'on a dérivé cette clé de session S, on rajoute un petit coup de hache pour avoir une clé un peu plus sûre de session. Et à partir de là, en fait, on a un secret. Donc la K, c'est un secret qui n'est connu que d'Alice et que du service. Et on peut commencer à avoir des communications confidentielles. Alors, c'est bien d'avoir des communications confidentielles. C'est super. Mais les valeureux administrateurs que vous êtes ont remarqué qu'avoir une clé pour faire de la communication confidentielle, ça ne fait pas de l'authentification pour autant. Et vous avez raison. Et à ça, en fait, on rajoute un petit peu de mathémagie, encore un petit peu dans le protocole SRP, de façon assez simple. En fait, on va tout simplement générer une preuve de vérification comme quoi il s'agit bien d'Alice à partir de la clé que nous avons dérivée. En fait, c'est très simple, on va hacher l'identifiant d'Alice et tous les paramètres qu'on a générés et qui ont été utilisés pendant la phase d'authentification. Donc ici, vous les voyez, c'est le sel, c'est la clé éphémère A, la clé éphémère B et la fameuse clé. Rajouter donc au hash de Alice pour prouver que tous les échanges qu'il y a eu dans cette communication, il s'agit bien d'Alice. Une fois que le serveur
a reçu ces paramètres-là, lui, il va prendre le dernier message d'Alice, il va le rajouter dans le hash pour dire, voilà Alice, je te donne la preuve que tous les échanges qu'on a eus depuis le début, j'en ai connaissance et c'est bien moi qui l'a fait. Et de cette façon-là, en fait, on a un protocole d'authentification sûr et fiable, c'est-à-dire que chaque message qui est passé, on est sûr que c'est bien les deux mêmes identités qui ont communiqué, et on est sûr que c'est bien Alice qui a initié cette authentification. Et là, en fait, on a un protocole d'authentification par mot de passe pour lequel le mot de passe ne transite jamais sur Internet et n'est jamais stocké dans les bases de données des services accessibles via Internet. On a un vrai protocole d'authentification à divulgation nulle de connaissances. Et ça, en fait, c'est immunisé aux attaques par dictionnaire, mais aussi à la confiance qu'on peut avoir dans le réseau. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance dans le réseau Internet, si on n'a pas confiance, ou tout simplement qu'on ne connaît pas les gens qui administrent un service, eh ben, en fait, c'est pas grave parce que notre mot de passe ne transite pas sur Internet et la seule chose qui peut être compromise, en fait, c'est notre authentification sur ce service-là et pas notre mot de passe. Et donc, on résout le problème de confiance d'Alice grâce à ce protocole d'authentification Zero Knowledge. Alors tout ça, c'est bien. On gagne une bataille face aux Gruffalo et aux pirates à chapeau noir, mais attention, la guerre n'est pas terminée. Pour conclure rapidement, donc, les protocoles d'authentification classiques à base de hash et de sel, eux, sont exposés aux attaques par dictionnaire, qui sont toujours de plus en plus élaborées, aux attaques de type man ou woman in the middle. Donc, effectivement, avec HTTPS, ces problématiques-là sont un peu mitigées, mais rappelez-vous qu'il y a toujours les Gruffalo et qu'ils ont beaucoup de puissance. Et si jamais ça vous pose problème qu'ils espionnent potentiellement vos communications, eh ben, bon, vous pouvez poser cette question-là. Et par contre, le principe de la confiance qu'on doit avoir dans le réseau et dans les opérateurs de système, eh ben ça, en fait, c'est pas résolu du tout par les protocoles traditionnels. Mais avec un protocole à divulgation nulle de connaissances, comme le Secure Remote Password, eh ben, en fait, on est immunisé à tous ces types d'attaques et aussi aux problèmes de confiance qu'on peut avoir. Alors, SRP, c'est un protocole qui est utilisé par des millions de gens aujourd'hui. Donc, il est disponible notamment pour les utilisateurs de ProtonMail. C'est un mécanisme d'authentification obligatoire sur ProtonMail. Il ne propose que celui-là. C'est les précurseurs de l'utilisation en fait, de ce protocole-là. Il y a le fameux gestionnaire de mots de passe OnePassword qui le propose aussi également de façon facultative, et c'est aussi le système d'authentification, le protocole d'authentification par défaut qui est proposé par le service AWS Cognito. Donc AWS Cognito, en fait, c'est le service d'authentification as a service qui est proposé par Amazon Web Services. Voilà. Alors, SRP a quand même des limitations, c'est-à-dire que si on veut aller vraiment dans le top du top de ce qui se fait en termes de cryptographie et de sûreté, en fait, donc on va dire pour les grands nerds de la cryptographie, en fait, il a une limitation, c'est que le protocole d'enregistrement lui-même peut être sensible à certaines formes d'espionnage. C'est-à-dire que si on espionne le sel et le vérifieur qui est envoyé par Alice lors de sa phase d'enregistrement, on peut arriver à certains moments, peut-être, avec beaucoup de moyens en fait, et avec certaines conditions, à usurper en fait l'identité d'Alice. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a un protocole en 2019 qui a été élu pour remplacer SRP et pour aller encore plus loin, qui s'appelle OPAC. Mais ce que je veux vous donner, en fait, c'est un petit peu la génération et le timing, en fait, qu'il y a entre la conception des protocoles d'authentification, leur implémentation et leur adoption. En fait, il faut savoir que les fonctions de hash et de sel, telles qu'on les utilise aujourd'hui dans la plupart des services que vous utilisez tous les jours, elles ont été conçues dans les années 70. Le protocole SRP, lui, il a été publié dans les années 2000, ou 1998 pour la première publication et 2000 pour les RFC. On commence à l'utiliser depuis quelques années. Le protocole OPAC, lui, il a été publié en 2019. Donc on peut s'attendre à ce qu'il soit utilisé d'ici une dizaine d'années par les précurseurs, on va dire, et dans 20 ans par 5% à peu près des gens. Donc tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un vrai gain quand même à utiliser SRP. C'est pas plus compliqué à implémenter qu'une fonction de hash, il faut juste tout simplement
lire le papier ou même télécharger des SDK qui existent aujourd'hui pour l'implémenter. Et grâce à ça, en fait, vous pourrez fournir à vos utilisateurs un système d'authentification dans lequel ils pourront avoir confiance, indépendamment de l'utilisation d'un réseau non fiable, non sûr, et même s'ils ne vous connaissent pas. J'ai mis plein de ressources à la fin des slides pour ceux que ça intéresse de creuser, parce que c'était un talk de vulgarisation, mais peut-être que vous êtes des aficionados de la cryptographie et que ça vous intéresse de creuser tout ça. Donc, vous pourrez retrouver les ressources sur ces slides et n'hésitez pas à me les demander. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Une dernière fois, je vous laisse le lien, donc si vous voulez aller récupérer les slides. Et puis, je vais pouvoir passer à une session de questions si vous en avez, en essayant de vous donner la parole. Et n'hésitez pas à mettre des messages dans le chat si vous avez des questions. Merci à vous. Pardon, j'étais en mute. Donc je disais oui, dans tous les cas, en fait, si vous avez des questions, même pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, @wmalvo, ou alors directement à mon adresse Sogis, donc c'est willy@sogis.com. Et puis, je répondrai à vos questions, ou on pourra discuter éventuellement de... Alors, il y a Romain qui nous pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est pas plus utilisé aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est pas plus utilisé aujourd'hui? Je pense, mon interprétation, c'est que, en fait, c'est méconnu, d'où ce talk, pour le faire connaître et que ce soit plus utilisé. C'est assez naïf, mais c'est assez direct comme réponse. En fait, moi, je ne l'utilisais pas avant d'être utilisateur de ProtonMail. Et donc, quand j'étais utilisateur de ProtonMail, qui est, on va dire, un leader dans les solutions Zero Knowledge, donc qui fournit de l'authentification Zero Knowledge, mais aussi un service de mail dans lequel, en fait, les mails sont, comment dire, le service proposé par ProtonMail n'a pas accès à vos emails. J'ai eu connaissance en fait de ce protocole-là et c'est là que je me suis aperçu en fait que il y avait quelques autres personnes qui l'utilisaient, notamment AWS, qui sont des champions de la sécurité de toute façon. En tout cas, dès qu'il y a des protocoles de cryptographie ou des nouvelles choses qui sortent, eux les implémentent et ils sont très au fait des dernières avancées. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils utilisent le protocole SRP par défaut. Donc en fait, je me permets, Romain, de reformuler ta question. C'est pas tellement pourquoi c'est pas plus utilisé aujourd'hui, parce que je pense que c'est utilisé par des millions et des millions de gens sans le savoir, parce que AWS Cognito, je pense, est un des services d'authentification les plus utilisés dans le monde. Par contre, les gens n'ont pas conscience qu'ils utilisent SRP quand ils utilisent AWS Cognito. D'autant plus que quand on utilise AWS Cognito, généralement on utilise le SDK de AWS, c'est-à-dire qu'en fait, on n'implémente pas le protocole SRP. On prend juste le SDK de AWS qui dit enregistre-moi, authentifie-moi, et derrière, il y a les mécanismes de SRP qui sont joués. Donc, voilà, double réponse en fait. Pourquoi c'est pas plus utilisé aujourd'hui? Je pense que c'est méconnu. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans le savoir.
Mais c'était une très bonne question. Merci Roman de l'avoir posée. Et donc, du coup, une des solutions, si vous l'utilisez et que vous êtes absolument récalcitrant à faire du code avec un tout petit peu de cryptographie, même si c'est vraiment très, 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 très simple à implémenter, et ben vous pouvez toujours passer par AWS Cognito. Mais bon, honnêtement, c'est pas très compliqué à implémenter. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, eh ben, c'est parfait. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous repensez à d'autres questions ou pour ceux qui regardent l'enregistrement, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, à bientôt pour des nouvelles aventures en ce qui concerne la sécurité et l'authentification, la protection des données des utilisateurs, de la vie privée et toutes les thématiques cloud qui sont autour. Merci à vous.